Victoire finale de la SEC face à Ripple, les ETF Ethereum encore repoussés, Bitcoin en route vers de nouveaux ATH. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading, j'espère que vous allez bien. Pas mal de choses à voir déjà en ce début de semaine, vous l'aurez compris. Et bien évidemment, juste avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait et surtout à nous rejoindre dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe. Vous avez le lien en bio et en description. Effectivement, la SEC met de nouveau un coup derrière la nuque à Ripple et au XRP avec une réclamation d'une amende de 2 milliards de dollars du régulateur financier américain à l'encontre de Ripple Labs, selon le directeur juridique de l'entreprise. Nouveau coup dur pour Ripple qui repère un petit peu de terrain face à la SEC. Alors, on a des revirements de situation très régulièrement dans ce procès qui est absolument interminable. Un coup, c'est Ripple qui va gagner du terrain. La fois d'après, la SEC va en regagner face à l'entreprise. Donc voilà, très compliqué de savoir quelle va être l'issue de cette affaire. Toujours est-il que évidemment ça ne fait pas les affaires justement du token XRP qui reste très clairement sous-performant par rapport au reste du marché et sur lequel personnellement je suis assez peu optimiste pour l'avenir. D'ailleurs dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que vous êtes confiant quant à l'avenir du XRP? Est-ce que c'est un token que vous avez, une crypto que vous avez dans vos portefeuilles ou alors un petit peu comme moi, pour vous c'est quelque chose de dépassé qui ne retrouvera jamais sa jeunesse dorée? J'attends votre avis dans les commentaires, ça m'intéresse, mais en tout cas personnellement, voilà, je suis quand même pas très optimiste pour l'avenir. Alors attention, quand je vous dis ça, ça veut pas dire que pour moi XRP ne fera plus jamais de performance. Je pense que pendant le bull run, effectivement, c'est quand même une crypto qui va amener à reprendre un petit peu de valeur, mais peut-être pas autant que ce qu'on avait eu dans le passé, surtout si on a ce genre de news qui se répète à l'avenir. Alors pour continuer sur le comportement actuel de la SEC a de nouveau retardé sa décision pour l'ETF. Alors là on ne parle pas d'un ETF spot, on parle d'un ETF futur de Grayscale, mais il faut savoir que la SEC a aussi repoussé sa décision sur les ETF spot Ether, d'accord. Donc je pense que pour les spots, on devrait plutôt avoir une réponse au mois de mai, d'accord, au mois de mai 2024. Mais voilà, la SEC qui continue sa croisade, entre guillemets, contre l'écosystème crypto, qui essaye de mettre des bâtons dans les roues de tout le monde. C'est un peu... j'ai envie de dire drôle, non, mais ça fait un petit peu pitié dans le sens où voilà, on sait que la SEC elle a perdu sa bataille contre l'écosystème crypto dans la globalité. Alors oui, elle va encore sur certains sujets, comme on le voyait précédemment sur XRP, et réussir à freiner certains développements. Mais globalement, on sait que la bataille, elle est perdue pour la SEC. C'est terminé. Et en fait, voilà, on voit qu'ils persistent quand même à vouloir absolument empêcher coûte que coûte le développement de ce marché, de cet écosystème. Mais en vain, en fait, c'est trop fort. L'engouement est trop fort, la demande est trop forte, donc ça n'a pas vraiment d'intérêt. En tout cas, j'espère très sincèrement que Gary Gensler va être remplacé dans les mois à venir, parce que c'est plus possible de garder ce genre de personne à la tête d'institutions telles que la SEC. Et puis en plus, c'est probablement pas le seul, mais parmi ces institutions-là, et notamment la SEC, voilà, il y a eu des délits d'initiés qui ont été reconnus. Enfin, c'est une catastrophe. Enfin bref. Passons et concentrons-nous désormais sur la situation de marché. Un marché crypto évidemment dans le vert ce matin avec un Bitcoin qui vient tutoyer les 71 000 dollars, Ether qui repasse au-dessus des 3 500 dollars et une quasi-totalité des altcoins dans le vert ce matin. Franchement, ça fait hyper plaisir de le voir le marché en pleine forme comme ça. Alors effectivement, c'est pas forcément ce que j'avais envisagé dans un premier temps. Ok, au vu du scénario que je vous avais présenté notamment hier, je m'attendais plutôt à une simple déviation au-dessus de cette zone de polarité pour ensuite une réintégration et un retour sur les 59 000 dollars. Mais j'avais évoqué la possibilité d'une réelle cassure de ce niveau-là, auquel cas il faudrait envisager un retour par la suite vers les 75 000 dollars. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on est venu bloquer, on est venu s'arrêter. Alors si mon mob chart veut bien s'afficher. Non, il n'a pas l'air de vouloir. Alors, on va ouvrir une nouvelle fenêtre parce que là, ça va être très intéressant de voir vraiment le carnet d'ordre. Alors, c'est vraiment pénible Mobchart parce qu'à chaque fois que j'utilise OBS avec Mobchart, il ne fonctionne pas. Ça m'embête un petit peu parce que là, j'avais vraiment... Ah, voilà, c'est bon.
on va y arriver. Donc je disais que là on est arrivé sur une première zone d'ordre vendeuse, d'accord, assez importante, aux alentours des 72 000 $, sur lequel le prix a été rejeté. D'accord. Donc là, les vendeurs ont réussi à tenir cette zone. Pour moi, ce qui va être très intéressant désormais pour le prix, eh bien, ça va être tout simplement de revenir tester ce niveau-là, cette structure-là qui va désormais faire office de support et zone sur laquelle potentiellement on pourra se servir pour se positionner à l'achat et ensuite aller chercher les 75 000 $. Parce que oui, au-delà de venir tester support, ça nous permettrait de rééquilibrer la FVG, l'imbalance qui a été créée lors de ce mouvement. Ça nous permettrait de récupérer les ordres, vous voyez, acheteurs qui sont ici en attente. Ok. Et puis potentiellement, autre petit élément, ça pourrait nous permettre, alors là si on va un petit peu plus profondément, de venir combler le gap sur le contrat CME Bitcoin. D'accord. Gap qu'on a laissé du coup suite à l'impulsion haussière qui a démarré dimanche. D'accord. Alors justement, en parlant de cette impulsion haussière qui a démarré dimanche, c'est vrai que en l'espace de quelques heures, quelques jours, même pas, le marché a été racheté très très fort et de manière fulgurante. L'open interest est venu chercher de nouveaux plus hauts, les fundings sont repartis très très fort à la hausse. Même chose sur les spots avec les CVD qui étaient encore sur des volumes vendeurs plus importants, sur un delta négatif, donc avec des volumes vendeurs plus importants que les volumes acheteurs la semaine dernière. On est reparti sur de l'achat très très fort et très très rapidement. C'est assez surprenant, surtout que c'est arrivé alors ça a commencé pendant le week-end et c'est arrivé en début de semaine. Hein. Généralement, c'est des mouvements qu'on voit un petit peu plus tard dans la semaine. Alors, est-ce qu'il y a une news sous-jacente à cela? Possible. Ça ne m'étonnerait pas en tout cas qu'on ait une information qui tombe là dans la semaine. Mais assez étonnant de voir la rapidité avec laquelle le marché a été racheté. Alors peut-être que voilà, le marché a considéré que voilà, on avait respiré suffisamment, on avait corrigé suffisamment et que c'était bon, on pouvait repartir à la hausse. Maintenant, je vais rester quand même un petit peu prudent parce que ça me paraît un petit peu trop et trop rapidement. Ok. Et pour moi, dans tous les cas, ça va être vraiment intéressant de revenir tester au moins ce niveau, cette structure des 68 500 $ avant de repartir à la hausse. Alors là, pareil, attention. On va aussi réfléchir déjà à une situation d'invalidation. C'est-à-dire que si on voit que le prix revient tester ce niveau, mais le pair est rejeté, alors ça pourrait de nouveau, faire réapparaître, en fait, si vous voulez, le scénario d'un retour à 59 000 $. D'accord. Donc, voilà. Toujours cette notion de, on n'essaye pas de suranticiper le marché. D'accord. On identifie des niveaux clés. Et on prend des décisions en fonction des réactions du prix sur ces différents niveaux clés. D'accord. Donc voilà un petit peu mon analyse sur Bitcoin. À plus court terme, on pourrait potentiellement envisager une petite position vendeuse en scalp. Pourquoi? Parce que pour moi, on a une jolie bougie de retournement en 4 heures ici. D'accord. Donc pourquoi pas? Ok. Pour moi, c'est un petit peu trop risqué. Je vais personnellement pas prendre la position parce que ça ne correspond pas à ma stratégie. Et voilà, c'est du contre-tendance, etc. Donc voilà, pour moi, je ne vais pas prendre la position. Je vais plutôt chercher de la continuation haussière, du suivi de tendance. Mais potentiellement, pour ceux qui veulent scalp un petit peu, ça ne serait pas déconnant pour moi d'aller chercher une petite position de cette manière. Là, on aurait un RR de 4,5 en plus, ce qui est quand même pas dégueulasse. Donc voilà. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement. Ne copiez pas bêtement ce que je dis et ce que j'ai fait. Sur Bitcoin, ce qu'on peut dire aussi, c'est que sa dominance a très 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 bien rebondi justement depuis ce week-end. Alors on avait vu fin de semaine dernière, voilà, que cette dominance, elle était arrivée en 4 heures sur un niveau de support assez important. Et bien de nouveau, très très belle réaction sur ce support. Donc avec une dominance du Bitcoin qui repart à la hausse. Et donc tout naturellement, un Ether face à BTC qui est toujours un petit peu en difficulté et qui peine à nouveau à rebondir sur ce niveau de support en weekly. D'accord. Alors pour autant, ça n'empêche pas Ether de suivre le marché et de nous proposer des performances quand même assez intéressantes. D'ailleurs, la position qu'on a prise semaine dernière se porte merveilleusement bien, comme vous le voyez actuellement à l'écran. Donc là, potentiellement, si vous m'avez suivi sur cette position qui vous avait été partagée dans le Discord, je vous invite potentiellement, selon votre stratégie, votre risk management, à prendre une première prise de profit et pourquoi pas à remonter votre stop loss ABE. D'accord. Donc ABE, ça veut dire à break-even, donc à votre prix d'entrée, voire potentiellement fonctionner avec un stop loss suiveur, là aussi en fonction de votre risk management. Là, c'est très subjectif, c'est très personnel, en fonction de la manière dont vous voulez manager
votre position. Mais en tout cas, personnellement, c'est un trade que je vais essayer de hold le plus longtemps possible. Et puis sur les alts, on a des choses qui se passent très très bien aussi, du coup, hein, avec notre position sur Avax qui est totalement dans le vert. Là aussi, je vous invite, si vous m'avez suivi sur cette position que je vous avais partagée là encore une fois dans le Discord, à sécuriser votre trade avec une prise de profit partiel et un SLABE. Personnellement, je ne mets pas de SLABE. Pourquoi? Parce que je suis toujours dans l'attente potentiellement d'une deuxième entrée sur Avax une fois qu'on aura récupéré tous les lots ici sur lesquels on a laissé pas mal de liquidités. On a aussi le Tao sur lequel on s'est positionné à l'achat, donc même chose, je vous invite à sécuriser votre position. Là encore, c'était un trade qui vous avait été partagé dans le serveur Discord. Il a mis un petit peu plus de temps à démarrer, le Tao. On a eu une petite zone d'accumulation en phase basse, mais très très beau démarrage là aussi. Donc franchement, ça fait plaisir. Mais voilà, sur les alts, on reste prudent quand même. On sait que c'est toujours un petit peu plus compliqué, un petit peu plus dangereux. Donc on n'hésite pas à sécuriser ses positions avec des prises de profit partiel et des stop loss qu'on remonte ABE. Alors sur les alts, il faudra en surveiller certains aussi cette semaine puisque, hop, je vais retrouver, voilà, on va avoir pas mal de projets qui vont procéder à des unlocks de tokens. Alors moi, je vais tout particulièrement m'intéresser à Axelar et au FET, d'accord, deux projets que j'affectionne particulièrement, mais vous voyez qu'il y aura aussi des déblocages assez importants sur Portal, sur TokenFi, sur Gate Token ou encore YGG et GT Protocol, d'accord. Donc soyez prudents vis-à-vis de ça. On sait que des fois, voilà, les unlocks de tokens, ça peut amener une petite pression vendeuse sur certains projets, donc on va rester prudent vis-à-vis de ça, mais ça peut potentiellement aussi nous offrir de nouvelles opportunités d'achat, ok. Donc voilà, pour terminer sur la partie crypto, eh bien, du côté des ETF, on voit que Grayscale, dont on parlait tout à l'heure en début de vidéo, continue de perdre du terrain face à ses concurrents en termes de quantité de Bitcoin gérés. Et d'ailleurs, ces ETF, semaine dernière, qui ont observé des sorties nettes relativement importantes à hauteur de 4 jours consécutifs avec 94 millions de dollars de sorties nettes. Donc assez intéressant. Pour le moment, c'est équilibré avec des entrées aussi de manière plus traditionnelle sur le marché et plus classique. Mais c'est des datas qui sont évidemment à prendre en compte et à ne surtout pas négliger. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire ce matin du côté du marché crypto, les amis. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels avec, vous le savez, le dollar qui va être particulièrement important à surveiller cette semaine de par les différents catalyseurs macroéconomiques que l'on aura, mais aussi de par son comportement d'un point de vue price action. Comme vous le voyez, pour le moment, on est rejeté sur ce niveau des 104.4, d'accord. Alors pourquoi pas envisager un petit peu de respiration en première partie de semaine avant une continuation haussière en fonction justement des chiffres qu'on aura jeudi et vendredi avec le PIB jeudi, donc la croissance, et les PCE vendredi, donc l'inflation, d'accord. Mais avant ça, on aura déjà des premiers résultats assez intéressants dès cet après-midi avec notamment la confiance des consommateurs, chiffres particulièrement important dans un contexte d'inflation, puisque vous le savez, si cette confiance des consommateurs elle augmente, on peut du coup envisager que ça veut dire que les Américains vont dépenser leur pouvoir d'achat, consommer et donc potentiellement participer à une reprise de l'inflation. D'accord. Donc ça va falloir être très très prudent vis-à-vis de ça. On a vu le dollar particulièrement haussier la semaine dernière. On a vu le taux à 10 ans repasser au-dessus des 4,4%. On a vu le taux à 2 ans aussi qui est très très bien remonté. Et puis vous savez qu'on a pas mal de pression inflationniste de part et d'autre de l'économie. Pas seulement sur les datas macro, mais aussi via des datas micro et des matières premières qui participent aussi à ces pressions inflationnistes. On l'a vu avec le cours du pétrole qui est sur une hausse depuis de plus de 18% sur les 4 derniers mois. Mais c'est pas la seule matière première qui fait des perfs assez impressionnants, qui participe à l'inflation. C'est le cas aussi du cacao qui s'est totalement envolé ces derniers mois. C'est absolument dingue. On voit actuellement le cacao qui d'ailleurs a dépassé le cours du cuivre, ce qui n'était jamais arrivé depuis le début des années 2000, rappelez-vous. Donc c'est quand même assez dingue et forcément ça amène aussi, ça participe et ça exagère les pressions inflationnistes que l'on a actuellement. D'accord. Donc il va falloir être très très prudent vis-à-vis de cela. Pour le moment, effectivement, on semble avoir un dollar plutôt rejeté, plutôt sur d'une phase de repli. D'accord. Donc c'est la raison pour laquelle je vais patienter avant de potentiellement envisager
une position vendeuse sur le gold, hein, position qu'on a travaillé hier après-midi en salle des marchés pour ceux qui étaient présents. Et puis pareil, sur notre idée de trade sur Euro USD, d'accord, on avait prévu de repartir à l'achat. Alors on aurait peut-être dû le faire un petit peu plus tôt, on a peut-être été un petit peu gourmand ici sur Euro USD en voulant attendre vraiment un swept de ces lots et de cette liquidité. Mais voilà, je préfère rester patient, on est encore au début de semaine, rien ne sert de se précipiter. Ok, c'est très très important d'attendre toutes ces confirmations pour avoir une lecture vraiment cohérente, globale et pertinente du marché. Au-delà de ça, j'ai pas été très très précis sur mes prises de position sur ce début de semaine, notamment sur les indices avec le CAC et le Nasdaq, d'accord, sur lesquels j'ai fait des entrées vraiment pas terribles. Petit excès de confiance de ma part qui a entraîné de la négligence après de très très bonnes performances tout au long du mois de mars. Voilà, je pense que je me suis laissé un petit peu griser et du coup j'ai été un petit peu plus... je me suis peut-être un petit peu précipité sur certaines entrées. Donc ça fait une bonne piqûre de rappel hein, en fin de mois, ça fait toujours du bien. Alors malgré ça, mes scénarios je pense sont cohérents, sont bons. Je vais suivre mon plan et ma stratégie de toute façon jusqu'au bout. Hein. Si ça passe pas, tant pis, ça fait partie de mon plan et de ma stratégie. Donc je suis en capacité d'accepter ces pertes, c'est pas du tout le problème. Mais c'est important voilà, de ne pas se laisser emballer même quand on fait des bonnes performances. Et là voilà, j'ai fait preuve de manque de concentration, peut-être d'un petit peu de négligence en termes de précision sur l'exécution de mes trades. Ok, mes idées, c'est une chose, l'exécution de mes idées, c'en est une autre. Ok, donc voilà, maintenant, globalement, pas forcément beaucoup de choses à dire supplémentaires sur ce début de semaine sur les marchés traditionnels. On va rester prudent vis-à-vis de tout ça. Je vous ai parlé de la confiance des consommateurs cet après-midi aux États-Unis. On a eu des chiffres aussi ce matin assez intéressants avec justement la confiance des consommateurs en Allemagne qui reste très très faible, enfin qui reste en négatif, mais qui augmente quand même un petit peu. On a eu les chiffres de la croissance en Espagne, alors là qui sont plutôt encourageants, et les chiffres de l'inflation au Japon. Alors cette fois-ci on avait l'IPC Core, chiffre un petit peu surprenant à l'encontre des résultats qu'on avait eu semaine dernière. Donc ça sera assez intéressant de voir comment va réagir la Banque centrale japonaise justement face à ces résultats. Sur ce, je vais vous souhaiter une très bonne matinée, une très bonne journée. On se retrouvera cet après-midi à partir de 14h15 pour suivre les éléments macro du jour et puis l'ouverture de Wall Street bien évidemment. Et puis ce soir à 20h30 pour un cours de trading en salle des marchés. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à me faire des retours, à poser vos questions dans les commentaires. Et sinon, je vous attends dans le serveur Discord. C'est là-bas que tout se passe, encore une fois les amis. Vous avez tous les liens en bio et en description. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.